Ok, bien. Mm. Euh, on va y aller tranquillement. Donc, je suis très, très content de vous retrouver pour ce webinaire qui est organisé cette fois-ci conjointement entre l'Université Laval, Nantes Université et la section Amérique d'IPU. Donc, c'est une dynamique que nous souhaitions, notamment entre deux universités partenaires, puis d'inscrire ça aussi beaucoup plus largement de façon à pouvoir contribuer par ces webinaires bien, à des échanges, comment dire, des discussions, des interactions sur des thématiques qui rejoignent les problématiques sur lesquelles nous sommes au quotidien avec différentes postures, différents regards qui concerne l'évolution, en tout cas les pratiques et l'évolution des pratiques en pédagogie universitaire. Donc aujourd'hui, nous sommes, comment dire, réunis pour écouter et partager à partir de deux interventions qui, comment dire, abordent la question de l'évolution des pratiques professionnelles. Nous allons débuter par une intervention de Benoît oui, qui va se présenter, qui est à Nantes, université. Et si tout va bien, nous écouterons Nicolas Gagnon qui est à l'Université Laval. Mais vous voyez déjà que le rapport institutionnel et sa notion d'appartenance n'est pas de même nature parce que Benoît n'a pas encore de drapeau derrière lui. Ah non, mais je peux mettre un fond d'écran si tu veux. Non, non, tout va bien. L'objectif, c'est déjà de donner le temps, même si je sais que ça va créer beaucoup de frustration pour tout le monde, mais une vingtaine de minutes de présentation. Benoît qui Mm. va présenter son travail. Et puis également ensuite Nicolas qui reviendra sur, lui, son travail de thèse qu'il a soutenu il y a quelque temps, je ne sais même plus. Peut-être que je n'avais pas été invité d'ailleurs. Je ne Ouais, sais plus. 28 octobre. C'est ça. Donc, sans plus attendre et sans transition, Benoît, c'est à toi pour une vingtaine de minutes. D'accord. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Parfait. C'est OK. bon. Bon, déjà, Didier, toutes mes excuses. J'ai oublié le logo de Laval dans le diaporama. Je viens de m'en rendre Bah, c'est compte. pas très grave. Nous avons le drapeau de Nicolas. Ça va. Euh, et donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est le travail qui est entamé dans la chaire de développement pédagogique qui s'appelle Itinéraire de développement pédagogique dans l'enseignement supérieur. Je vais vous présenter rapidement la chaire. Je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est juste pour situer pour les gens qui ne la connaissent pas du tout. Et après, je souhaiterais partager des premiers résultats. Je vous expliquerai un peu la méthode avant, puis après, partagerai quelques résultats de manière à lancer une discussion avec vous à partir de ces résultats préliminaires. Alors, rapide présentation de la chaire. Bon, le contexte de la mise en place de cette chaire, c'est évidemment qu'il y a un mouvement de fond de transformation des formations universitaires. Ça date pas d'aujourd'hui. Et évidemment, ce mouvement de fond, il implique une réflexion sur les formations, sur les pratiques pédagogiques. Et ça engendre beaucoup de questionnements chez les enseignants sur le sens de leur métier et leur identité professionnelle. Il existe donc toute une littérature scientifique qui est assez riche hein, sur l'évolution des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Il commence à y avoir beaucoup de choses. Mais quand on regarde cette littérature, on se rend compte qu'il y a assez peu d'études sur des approches longitudinales du développement professionnel pédagogique. Et c'était un peu le point de départ de cette chaire, puisque partant de ce constat, et comme il y avait la mise en place des chaires de développement pédagogique à Nantes Université, ce qui a été proposé, c'est de contribuer, dans le cadre de cette chaire, à la connaissance des processus de transformation de l'activité professionnelle pédagogique en évidemment s'appuyant sur plutôt des approches longitudinales. Et l'idée, c'était que eh bien, si on comprend mieux comment les choses évoluent, comment les gens développent leur parcours, leurs itinéraires de développement pédagogique, eh bien, ça permettra peut-être d'ajuster éventuellement l'accompagnement des activités pédagogiques et que ce sera un bénéfice à la fois pour les personnes et pour leurs institutions. Donc, voilà le projet de la chaire. Et dans cette chaire, donc, il y a 4 grands chantiers. Et aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième chantier qui est vraiment sur l'observatoire des transformations pédagogiques et du travail enseignant à l'université.
Donc, je vais vous expliquer la perspective dans laquelle je travaille. Alors, je travaille pas tout seul, hein. Il y a une assistante, une ingénieure d'études qui travaille avec moi, Asiba Oussa, qui travaille avec moi sur ce projet-là. Le... Donc, cet observatoire, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche phénoménologique, de s'intéresser au parcours tel qu'il est vécu par les personnes. Et donc, on s'intéresse au sens que les personnes enseignantes donnent au développement de leur activité pédagogique tout au fil de son développement. Et l'idée, évidemment, c'est de s'intéresser plus particulièrement au moment où il y a des changements, des bascules, des transitions, mais aussi peut-être à des moments où l'activité est empêchée dans l'activité pédagogique. Le cadre théorique général, je ne vais pas le développer, mais pour ceux qui connaissent, c'est le cadre du programme de recherche du cours d'action qui a été développé par Jacques Theroux. Voilà, ça vous donne vraiment la perspective dans laquelle sont envisagées les études. À ce jour, il y a des partenaires, évidemment, des participants au projet. Certains sont en ligne, je les ai vus passer parmi les personnes connectées. Il y a 10 personnes enseignantes vraiment expérimentées, exerçant à Nantes Université, qui sont dans différents domaines de spécialité. Et puis, il y a un deuxième groupe de 5 personnes qui sont des personnes nouvellement recrutées à Nantes Université comme maître ou maîtresse de conférence. Donc, en fait, j'ai deux entrées un peu différentes. L'entrée avec les personnes expérimentées pour voir vraiment comment leur parcours s'est développé. Et avec les personnes nouvellement recrutées, l'idée, c'est de voir plutôt comment la pédagogie s'installe dans leur métier, dans leur pratique professionnelle. Donc voilà, ça, c'est les personnes avec qui je travaille pour l'instant. J'espère pouvoir continuer à recruter des participants parmi des personnes nouvellement recrutées. On procède de la manière suivante. En fait, on mène des entretiens biographiques pour reconstruire l'activité passée. Et pour suivre l'activité en train de se faire, on a des entretiens de suivi d'activité. Et l'idée, c'est avec les participants, de se voir régulièrement pendant les 3 années pour essayer de comprendre comment leur activité pédagogique se développe au quotidien. Alors, l'idée, c'est aussi de pouvoir compléter avec d'autres traces que simplement les entretiens. C'est une piste qui n'a pas encore été beaucoup exploitée, mais c'est vrai que quand on va voir les activités dans la plateforme pédagogique, si on va analyser un petit peu les communications que les personnes font, les publications, eh bien, on se rend compte qu'on a aussi pas mal d'éléments pour documenter le développement de leur activité et de leur réflexion pédagogique. Donc voilà comment on procède pour recueillir les données. Et ensuite, ben, ces données, ben, on les traite. Alors, on utilise un logiciel qui s'appelle Transana pour essayer d'identifier les unités de cours de vie pédagogique dans le parcours des personnes. Et puis, on essaie de documenter différentes dimensions de l'activité pour essayer de comprendre comment les choses évoluent, comment cela bouge. Voilà. Donc, on reprend à peu près les catégories du cadre théorique du cours d'action et puis on rajoute d'autres éléments quand c'est pertinent pour documenter l'activité. J'espère que je ne vais pas trop vite. C'est bon? Pardon. Alors moi, ce que j'avais prévu aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques éléments de résultats. Je pense que je me suis un peu emballé. J'ai prévu la présentation de 3 parcours. Donc, si je n'ai pas le temps de présenter les 3, ce n'est pas très grave. L'idée, c'était de vous présenter une variété de parcours. Je ne pouvais pas présenter les 10 parcours des enseignants chevronnés, mais je vais déjà dérouler le premier, je vais voir le temps qui me reste après, euh, pour voir si j'ai le temps d'en dérouler un deuxième. Chaque parcours est très très singulier, et c'est pour ça que je souhaitais vous présenter différents parcours. Donc la première enseignante, en fait, est une enseignante chercheuse qui est maîtresse de conférences dans le domaine des sciences humaines et sociales, et qui est titulaire à Nantes Université depuis 2017. La deuxième a un profil complètement différent. C'est une professeure agrégée d'EPS qui est formatrice en STAPS
et qui est à Nantes Université depuis très longtemps, puisqu'elle est à Nantes Université depuis 1996. Et puis le troisième enseignant, c'est aussi un enseignant qui enseigne en SHS, alors pas dans le même domaine que la première enseignante. Et lui, il est sur un poste d'enseignant. Il n'est pas sur un poste d'enseignant-chercheur. Et il est à Nantes Université titulaire depuis 2018. Voilà. Donc, je vais vous dérouler un peu le premier parcours en essayant de montrer comment les choses se construisent dans le temps. Alors, en haut, vous avez, sur la ligne d'en haut, vous avez les unités de cours de vie pédagogique. Dans le parcours de cette première enseignante, j'en ai repéré 8, avec un premier temps sur lequel je vais passer très très vite parce que c'est le temps de l'école. La première unité, c'est le temps de l'école. Et c'est pour cette enseignante, c'est vraiment le temps de l'évidence. L'école, c'est presque un non-sujet pour elle. Elle vient dans son environnement familial, il y a des enseignants, sa mère est institutrice. Donc, pour elle, l'école, c'est vraiment une évidence. Donc, je passe assez vite parce que ça commence à devenir intéressant quand elle rentre dans les études. Et tout le temps de ses études, donc licence, master, ça va être un moment où elle va beaucoup travailler à développer sa connaissance de la matière. Elle va beaucoup apprendre, assimiler. Mais dès ce moment-là, vous avez un désir de transmission qui est présent. Et pourquoi il y a un désir de transmission? C'est parce qu'il y a un enseignant qui a été marquant pour elle. C'est l'enseignant qui, en première année, enseignait la discipline dont elle est devenue spécialiste. Et au premier cours magistral, elle s'est dit, c'est ça que je veux faire, c'est cette matière-là, et je veux enseigner cette matière-là. Et donc, on a quelque chose qui démarre très, très tôt dans sa formation universitaire, avec un désir d'enseigner, et dans son domaine, enseigner dans son domaine, ça veut dire devenir enseignant-chercheur, c'est la voie la plus simple. Après, ce qui va se passer, c'est qu'elle va, évidemment, il va y avoir le temps de sa thèse qui va être assez long, où son engagement, ça va être vraiment de s'investir dans des enseignements pour transmettre la matière et intéresser les étudiants à la matière. Et on va retrouver ça sur tout le temps de la thèse et puis également sur les post-docs qui vont être après la thèse, puisque pendant ces post-docs, elle va continuer à enseigner en vacation. Apparaît également un engagement autour de l'accompagnement des étudiants. Il y a une sensibilité à l'accompagnement des étudiants parce qu'elle se sent très très proche des étudiants et elle prend beaucoup de plaisir à être avec les étudiants et à enseigner. Et en fait, ce sentiment de proximité avec les enseignants, on va le retrouver tout le long de son parcours et ça va être quelque chose de très structurant. Évidemment, la soutenance de thèse va être un moment important pour elle, puisque c'est la porte ouverte vers éventuellement un poste d'enseignant-chercheur, d'enseignante-chercheuse. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant les postdocs, que ce soit le premier postdoc ou le deuxième postdoc, elle va continuer à enseigner, alors qu'elle est sur des postes de recherche. Elle va continuer à faire des vacations, beaucoup de vacations différentes, dans des institutions très différentes. Et petit à petit, en fait, elle va ajuster sa posture d'enseignante. Elle va essayer aussi de, entre guillemets, se calmer un peu, se préserver, trouver du confort dans ses enseignements, avec toujours un engagement de fond qui est le même, c'est intéresser les étudiants, accompagner les étudiants dans leur développement. Et elle finit par construire un sentiment de maîtrise de sa matière suffisant pour trouver ce confort dans l'enseignement. Ce qui va se passer pour elle ensuite, c'est que elle va postuler sur un poste d'ATER à Nantes. Et là, elle va découvrir plutôt le travail collectif, puisqu'elle va arriver dans une équipe, alors que jusqu'à maintenant, elle était plutôt sur des charges de cours où elle travaillait relativement seule. Elle va arriver dans une équipe et finalement, ce travail en équipe, c'est une forme de reconnaissance aussi de sa place dans l'institution universitaire. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'inversion dans les priorités dans son engagement, c'est-à-dire que
Évidemment, transmettre la matière, c'est toujours présent et il faut maîtriser sa matière pour bien la transmettre et c'est toujours une préoccupation pour elle. Mais la préoccupation d'accompagner les étudiants dans leur développement devient vraiment dominante. Et à partir du moment où elle a ce poste d'ATER à Nantes, les choses vont s'accélérer parce qu'elle va être recrutée en tant que maître de conférence à Nantes derrière. Et il va se passer vraiment beaucoup de choses à ce moment-là. D'abord, elle va installer sa famille à Nantes. Elle va s'installer à Nantes avec sa famille. Pardon. Et puis, dès qu'elle va être maître de conférence, elle va prendre des responsabilités pédagogiques. Et très, très vite, elle va se trouver en charge de la direction adjointe à la formation dans sa composante. Et elle va devenir référente hybridation. Alors qu'elle n'avait pas d'appétence particulière pour ça, mais elle y va parce qu'il faut que quelqu'un y aille. Et ça lui permet d'intégrer un nouveau collectif. Son engagement ne change pas, c'est toujours accompagner les étudiants, transmettre la matière, et puis après, il y a la question de bien assurer sa mission aussi, avec toutes les responsabilités qu'elle a. Et en même temps, une autre préoccupation pédagogique apparaît, qui est de mettre en œuvre une pédagogie active. C'est quelque chose qui était latent chez cette collègue et qui s'actualise d'une certaine manière dans sa pratique à ce moment-là. En termes de ressenti, elle a toujours ce sentiment de proximité avec les étudiants. Et puis, il y a quand même quelque chose qui relève euh, d'un peu d'un ennui dans les cours traditionnels. Et c'est ce qui va un peu l'engager à mettre en œuvre une pédagogie plus active, à aller faire de l'enseignement hors les murs, à mettre les activités, les étudiants dans de nouvelles activités. Donc là, les choses commencent à bouger quand même pas mal et c'est très lié au fait qu'elle a accepté des responsabilités particulières qui l'ont amené à rentrer dans des nouveaux collectifs, dans de la réflexion pédagogique avec d'autres personnes. Et les choses qui vont vraiment amplifier son investissement pédagogique, l'événement marquant, ça va être une résidence pédagogique qui va avoir lieu à l'Université Laval à Québec, puisque en tant que référente hybridation, elle est conviée à participer à cette résidence pédagogique. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose qui est que elle se rend compte que tout ce qui était latent dans son enseignement, toutes les petites choses qu'elle essayait de mettre en place, en fait, c'est totalement légitime. C'est-à-dire que le collectif de la résidence pédagogique, la richesse de la réflexion qui est développée à ce moment-là, le réseau qu'elle crée à ce moment-là, légitime sa pratique pédagogique. Et là, ça devient le feu d'artifice. Elle a, comme elle le dit elle-même, une idée par jour. Et elle innove, elle tente, elle continue à se former à la pédagogie. Et là, l'appui des ingénieurs pédagogiques du Centre de développement pédagogique à l'époque, cet appui a été très, très important. Et elle différencie sa pédagogie, elle met en place une pédagogie active, elle développe énormément de choses. Elle s'affranchit du format classique qu'elle trouve un peu pénible. Et puis, elle commence à se dire qu'il faut quand même qu'elle se préserve un petit peu, qu'il faut qu'elle se calme un peu, parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, la problématique de la préservation de soi, de la gestion de son investissement, commence à se poser dans cette période-là. Donc, voilà un premier itinéraire de développement pédagogique. Donc, vous voyez que les choses s'accélèrent quand même assez nettement sur la fin du parcours, en lien avec des prises de responsabilité qui l'amènent à fréquenter un nouveau collectif, un événement très particulier qui est la résidence pédagogique à Québec qui accélère les choses. Et en même temps, il y a des personnes ressources qui viennent en appui à ce moment-là pour qu'elle développe sa pédagogie. Donc voilà un premier exemple de parcours. Donc vous voyez qu'il y a des événements qui apparaissent et qui font que les choses bougent et basculent, se développent à certains moments. Voilà pour le premier parcours. Est-ce que j'ai le temps d'en développer un deuxième, Didier, ou pas? C'est trop court? Je pense que ça va être trop court, tu vas être Ok, frustré. ben, je vais Sauf si directement. tu veux juste te présenter la fin. Ouais, je vais Moi, je plutôt aller vers. présenterai peut-être la fin, puis juste voilà, le résumé au fond de... Hop, hop, hop. Alors,
En fait, les éléments que je voulais partager avec vous, les éléments de synthèse, il y a trois grandes choses que je voulais discuter avec vous. Moi, ce que je vois dans les parcours, c'est quand on regarde les dynamiques d'engagement dans les activités pédagogiques, c'est que c'est des dynamiques d'engagement qui intègrent différentes échelles temporelles. Vous avez des choses qui se construisent sur un temps très très long, avec des engagements de fond, sur lesquels vous avez, viennent se greffer des engagements qui sont plus ponctuels et qui sont généralement euh, qui sont à la fois connectés à l'engagement de fond et qui sont dépendants aussi d'événements qui se passent et qui créent des opportunités pour le développement de l'activité. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel ça m'intéresserait d'échanger, de voir un peu comment vous voyez les choses. Le deuxième point concerne vraiment ce que ce que j'ai appelé les événements. Alors, c'est peut-être que le terme n'est pas bien choisi, il faudra peut-être que je trouve autre chose. Mais en fait, la nature des événements est très, très variée. C'est-à-dire que une collaboration avec un collègue à un moment donné, ça peut déclencher des choses. Un dispositif institutionnel d'aide au développement pédagogique, ça peut déclencher des choses. Une résidence pédagogique, ça peut déclencher des choses. Le fait que sa composante, alors c'est dans le parcours d'une autre collègue, que la composante prenne en charge une formation qui permet de se former à de nouveaux contenus, ça peut déclencher des choses. C'est très, très, très varié. Des événements de vie aussi personnels peuvent intervenir. En fait, ces événements, ils vont constituer des perturbations de l'activité en cours, des perturbations qui ont vraiment un sens pour la personne parce que c'est des perturbations qui sont connectées avec des problématiques liées à l'engagement de fond. Et donc, compte tenu de l'engagement de la personne, bah, la perturbation va prendre un sens particulier et ça va peut-être l'amener à réorienter son engagement dans la situation, à réorienter son activité, ou bien, à contrario, peut-être que l'événement va renforcer l'engagement dans la situation et prolonger le développement de l'activité en cours. C'est assez variable. Dernier point, sur les ressources que mobilisent les gens pour développer leur activité, il y a une dimension collective assez évidente pour le soutien à l'engagement, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la légitimation par le groupe de pairs, le plaisir de travailler ensemble, c'est des choses qui interviennent. Alors, ça n'intervient pas tout le temps dans le parcours. Il y a une dimension très autodéterminée chez certains. euh, et donc, même chez ces personnes-là, où l'engagement est vraiment très, très personnel et autodéterminé, il y a des temps de collaboration qui sont des moments qui vont soutenir l'engagement dans le développement pédagogique. J'en ai parlé tout à l'heure, les dispositifs institutionnels d'aide individualisée facilitent l'engagement et soutiennent dans la durée. Et les relations privilégiées créées avec les ingénieurs pédagogiques, par exemple, vont être des, des points d'appui très, très importants pour le développement de l'activité. Et les différentes ressources qui sont mobilisées par les personnes bah, sont mobilisées de manière très opportuniste. Alors, pas dans un sens négatif, hein, c'est juste que l'activité se déroule, il y a une opportunité, on la saisit, ça peut être une opportunité de poste, ça peut être une opportunité d'aide, ça peut être simplement un nouveau cours, voilà, ça peut être très très varié. Évidemment, si elles sont saisies, c'est parce que c'est lié à l'engagement des personnes dans la situation. Donc, voilà, et puis conclure, dernière phrase, quand on regarde les parcours, il y a quand même quelque chose qui est très individuel, mais comme je vous l'ai dit, il y a du collectif et il y a aussi des dimensions institutionnelles. Donc évidemment, il faut penser ces différents niveaux de l'agentivité dans le développement professionnel pédagogique. C'est pas une idée nouvelle, c'est des choses qui sont déjà travaillées par différentes personnes. Je pense au travail de Maël, par exemple, Maël Cross, ou les réflexions de Didier, ou Patelin, etc. Voilà ce que je pouvais partager en 20 minutes. C'est un peu rapide, je suis désolé, mais je Merci suis... beaucoup. Ben, merci. Nous savons que l'exercice est contraint dans un 60 minutes que nous
savon à chaque fois qu'il est très dense. Mais je trouve que, enfin, ce qui me concerne, avant de laisser la parole à quelques questions, c'est que tu rappelles bien comment dire, l'importance de considérer les trajectoires professionnelles. Ces Mm, trajectoires professionnelles qui sont construites aussi, en tout cas dans le cas que tu as exposé, sur, comment dire, sur une dynamique de legs et d'héritage. On voit comment également ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons vécu. Et ce que je trouve aussi intéressant, bah, ce que tu as dit, hein, c'est tous les processus, oui, les processus par lesquels je veux dire, les personnes s'engagent, de la légitimation à l'articulation entre soi et le collectif, tout en ayant la capacité, comment dire, de ce qu'on dirait dans un autre domaine, pour pas utiliser le terme opportuniste qui peut être connoté, mais la capacité à saisir les occasions. C'est à saisir les occasions pour les personnes qui bah, sont dans cette dynamique. Mais moi, ce que je retiens là de cette présentation-là, c'est l'importance de la trajectoire, mais de la dynamique dans la trajectoire. mm. Sans plus attendre, je vous laisse un temps de parole. J'ai peut-être Qui, arrêté de ouais, partager. s'il te plaît. Ouais. Qui souhaite commenter, discuter, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Levez la main. Madame Deledal, à vous. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Benoît. Alors, je me présente peut-être Aurore Deledal, donc je suis vice-présidente déléguée transformation pédagogique à Nantes Université. Et donc, bah, vous comprendrez l'intérêt que je peux avoir pour le travail de Benoît. Dans ma position, ça m'interpelle de comprendre finalement les moments opportuns où, voilà, où les enseignants-chercheurs peuvent avoir envie de faire évoluer leur pratique. Dans l'étude de cas que tu nous as rapportée, on a un peu le sentiment, comment dire, que les choses vont croissant, que d'une opportunité à une autre, la personne que tu as rencontrée accumule en fait de différents niveaux l'envie de développer ses pratiques pédagogiques. Et c'est très bien. À l'inverse, est-ce qu'il y a comment dire, est-ce que tu as pu observer dans ces entretiens certains freins ou des périodes de découragement, voilà, est-ce que des dynamiques peut-être moins positives? Je me demandais si ça ressortait aussi dans tes entretiens. Oui, 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 bien sûr. Comme je disais tout en introduction, bah, chaque itinéraire de développement est singulier. Donc, et il n'y a pas que des moments de magie hein, dans le développement des parcours des personnes. Il peut y avoir des moments où l'activité elle est vraiment empêchée euh, par exemple, une situation problématique dans une composante qui fait que bah, on est sous l'eau à gérer des problèmes et à ce moment-là, bah, ça stoppe complètement l'élan. Donc il y a des effets contextuels qui peuvent bloquer l'élan. Il peut y avoir des problématiques aussi personnelles qui font que, liées à l'environnement familial, qui font qu'à certains moments, les gens vont moins s'investir. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que quand les gens sont engagés un peu dans cette dynamique de faire évoluer leurs pratiques, euh, même s'il y a des coups d'arrêt, même s'il y a des difficultés, en fait, ils reviennent jamais à la case départ. En fait, ils restent quand même dans cette idée-là. Alors peut-être qu'ils le font en se préservant davantage, en y mettant un peu moins d'énergie, mais les gens ne reviennent pas en arrière, en fait. Enfin, moi, j'en ai pas observé chez les personnes que j'ai rencontrées. Donc ça, ouais. Non, mais c'est sûr que il peut y avoir des moments où c'est difficile. En revanche, ce que je peux dire, c'est que dans l'évolution de l'engagement, euh, on voit apparaître très très vite une centration sur l'étudiant et à l'accompagnement de l'activité des étudiants. Et que ça, c'est quand même un marqueur assez fort chez les enseignants chevronnés, c'est-à-dire que la transformation pédagogique, elle se fait vraiment quand la bascule se fait sur l'activité de l'étudiant et beaucoup plus enfin, quand on passe de l'activité de l'enseignant à l'activité de l'étudiant, en fait, dans la réflexion. Enfin, c'est le sentiment que j'ai à partir des entretiens que j'ai faits avec les 10 enseignants chevronnés. Là. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, Bruno.
Oui, bonjour Benoît, merci beaucoup de votre présentation. Moi, je me demandais, bon, vous avez eu l'occasion de nous présenter un cas. Et bon, moi, je travaille beaucoup dans le développement professionnel des enseignants. Donc, bon, j'essaie de m'intéresser ou je me demande un peu quels sont les facteurs communs dans ces différents parcours, les événements critiques. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces différentes personnes, finalement, se mettent en mouvement dans leur propre développement pédagogique? Alors, voilà, merci pour la Mm. présentation. Merci. Benoît? Ben, en fait, c'est pas forcément exact. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas exactement forcément les mêmes facteurs qui vont intervenir. Par exemple, j'ai une collègue, j'ai pas pu vous présenter son parcours, mais j'ai une collègue. Elle, par exemple, la ligne de fond, c'est il faut travailler depuis l'école primaire. C'est il faut travailler pour réussir, il faut travailler pour assurer sa mission, il faut être bien dans sa mission, etc. Et donc ça, ça va être un facteur super déterminant, j'allais dire surdéterminant, qui font que toutes les autres activités, tout ce qui va se passer, toutes les occasions, pour ne pas reprendre le terme d'opportunités qui vont arriver, vont être référées à ça. Et après, vous pouvez avoir d'autres collègues dont le facteur vraiment dominant, c'est vraiment cette idée d'accompagner les étudiants, accompagner le développement des étudiants. Donc en fait, il y a toujours quelque chose de très très fort qui fait la ligne de fond, la ligne de basse un peu, si vous voulez. Et après, ça peut varier. Mais il n'empêche que, au final, ils arrivent toujours au bout du parcours à s'intéresser plus à l'activité des étudiants, à accompagner plus l'activité des étudiants, quelle que soit l'organisation des différents éléments qui les amènent à ça. Je ne sais pas si je l'ai trop répondu. Merci. Considérant, je reviens sur l'horaire, qu'il est 12h34 ou 18h34, je vais passer la parole à Nicolas Gagnon, et ensuite, pour nous laisser un peu de temps, on échange avec Nicolas, puis peut-être quelques minutes pour un échange avec Nicolas et Benoît. Nicolas, c'est à toi. Bien, merci. Je vais vous partager mon écran en même temps parce que je vois que le temps est limité. Je vais me présenter. Juste confirmer que ça fonctionne. J'ai connu quelques difficultés techniques. Ça fonctionne pour le Excellent. partage? Parfait. Ah bien, je me présente, bonjour, puis merci pour l'invitation d'idée. Là, je vois plusieurs noms que je reconnais. Je vous salue en passant. Bruno Fleury. Ah, je pense qu'on s'était rencontrés même, moi aussi, je crois, à Québec. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un survol de ma recherche doctorale, comme le disait Didier en introduction, que j'ai défendu en octobre dernier. Présentement, moi, je suis vice-recteur adjoint dirigeant de l'information, mais à l'époque où j'ai réalisé la recherche, j'étais directeur du service de soutien à l'enseignement à l'Université Laval. Donc, vous comprendrez que j'ai eu de l'intérêt pour les transformations des pratiques d'enseignement en contexte de pandémie de COVID-19. Je m'excuse pour ceux pour qui ça génère des émotions négatives. Là, j'ai toutes sortes d'avis quand on ramène le sujet sur la table. Si jamais il y a de l'intérêt, il y a la recherche, là, je vais vous partager le PowerPoint, elle est en ligne disponible, là. Donc, ça sera possible d'aller un petit peu plus loin si jamais vous avez de l'intérêt. Donc, le plan de la présentation, évidemment, là, un survol rapide de la problématique question de recherche, le cadrage théorique et méthodologique que nous avons utilisé, les résultats de l'analyse des entretiens et des conclusions, là, ce sera le point focal. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller vers les pistes de recherche futures, mais ce sera dans la présentation si vous avez de l'intérêt et c'est aussi disponible dans la recherche. Donc, l'essence même ou le cœur de la problématique, rien de nouveau pour personne, mais quand même, c'est important de le rappeler, c'est que durant plus de 3 ans, les enseignants se sont trouvés à la croisée ou à l'intersection des mesures sanitaires imposées par la pandémie. La responsabilité professionnelle, certains l'ont nommé comme l'obligation professionnelle d'assurer la continuité de l'enseignement. On se rappelle également que la pandémie a imposé des défis rapides, sévères au secteur de l'éducation supérieure partout à travers la planète, puis évidemment que ça a nécessité des adaptations pédagogiques fréquentes, immédiates et substantielles. C'est important aussi de mentionner qu'aucune université, en tout cas du moins canadienne, puis je pense qu'il y en a très peu à travers le monde qui ont fermé, donc on a assuré la continuité de l'enseignement. Donc, le cœur de la question, c'est que des transformations des pratiques d'enseignement dans des conditions qu'on dit idéales. Évidemment, on parle d'adaptation progressive, de délai suffisant, de projet pilote, de liberté d'action.
et de ressources suffisantes. On s'est retrouvé à l'intérieur d'une crise sanitaire où les délais étaient courts, les directives étaient changeantes, confuses. Les ressources sollicitées au maximum, beaucoup plus que ce qu'on avait comme demande, et une autonomie qui était liée, étroitement liée, une autonomie, on va dire, pédagogique qui était liée aux mesures sanitaires. À tout ça s'ajoutait le contexte social de la vie personnelle qui était bouleversé. Les enseignants devaient composer avec la pandémie qui avait aussi des effets ou des répercussions sur leur vie personnelle. Puis un des éléments clés aussi, ça a été, on pourra en parler plus en détail si vous le souhaitez, c'est de prendre en compte le contexte ou l'écologie organisationnelle dans laquelle l'enseignant ou la personne enseignante a opéré. Là, on parle des structures de soutien, à la fois des outils numériques qui étaient disponibles, des espaces physiques, des politiques, des facteurs environnementaux et culturels, la discipline d'appartenance. Puis je suis persuadé que c'est la même réalité dans vos établissements respectifs. On n'a pas eu la même réalité de continuité de l'enseignement en médecine qu'on a eu nécessairement en administration ou en sciences sociales, par exemple. Donc, les contextes étaient différents d'un domaine disciplinaire à l'autre, même dans un seul et même établissement. Donc, le point central des questionnements de l'étude, c'est centré sur la perspective enseignante, qui concerne l'adaptation des pratiques pédagogiques dans un contexte où la vie personnelle, la vie professionnelle, puis on avait une crise sociale sanitaire qui bouleversait les pratiques des enseignants, évidemment dans un contexte propre qui était l'écologie organisationnelle dans lequel la personne enseignante œuvre. Donc, si on résume, le terrain de recherche était évidemment celui de l'Université Laval. L'hypothèse de base, c'est que la durée de la pandémie a été suffisamment longue pour transformer des pratiques d'enseignement temporaires en changements structurels. Et la question principale de l'étude était quelles répercussions la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu sur l'évolution des pratiques et des conceptions pédagogiques chez les membres du corps enseignant. Donc, les objectifs, c'était vraiment de capter la perspective enseignante. Là, je le dis, mais je vais essayer de ne pas trop le répéter durant la présentation. Mais évidemment, ça devient une limite de l'étude. On s'est vraiment intéressé à la perspective enseignante, mais on aurait pu aussi s'intéresser à la perspective étudiante administrateur. Donc, j'arrête la liste pour être très longue, mais c'était l'objectif de l'étude. Analyser et mettre en perspective les transformations des pratiques engendrées par la pandémie. Puis on a souhaité poser un regard prospectif sur l'évolution des pratiques futures. Le modèle théorique principal qui a été utilisé dans le cadre de l'étude est celui de Hertmer puis Ottenbrett Leftwich, deux chercheurs, deux dames de l'Université Purdue, qui, elles, se sont intéressées aux variables clés de la transformation des pratiques pédagogiques, mais à travers la lunette enseignante lors de l'intégration du numérique. Évidemment, c'est en phase avec la question centrale de l'étude. Puis visiblement, je n'ai pas été le seul qui a eu l'idée d'utiliser ce modèle théorique-là, du moins selon Google Scholar. Là. Je pense qu'il y a plus de 1000 études qui ont cité ce modèle théorique, donc 1030, là, et qui utilise également le mot COVID-19. Évidemment, c'est la géométrie variable, mais quand même, c'est un modèle qui a suscité de l'intérêt depuis le déclenchement de la pandémie. Qu'est-ce que le modèle dit? C'est que, en essence, l'article, ce qu'il dit, c'est qu'à travers la lunette enseignante, les transformations pérennes des pratiques pédagogiques se produisent lorsque 4 conditions sont simultanément satisfaites. La première, évidemment, c'est l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences, mais tout ça, c'est pas assez. L'enseignant doit, par exemple, si on utilise pour la première fois la visioconférence, ressentir un sentiment d'efficacité. Donc, c'est la confiance de l'enseignant à atteindre les objectifs poursuivis, donc souvent qui est exprimé dans l'article par l'expérimentation en contexte réel qui s'est avérée positive, que les croyances pédagogiques ont évolué, c'est-à-dire que le changement apporté est au moins égal ou supérieur à ce qui a été fait avant, mais encore une fois, ce troisième signal-là n'est pas suffisant et que par la suite, si on veut que le changement soit pérenne, que la culture de l'établissement le permette, que les infrastructures, que les équipes de soutien, que les collègues acceptent les nouvelles pratiques pour la suite. Donc, moi, c'est un modèle que j'ai trouvé très intéressant. Je l'ai lu et relu plusieurs fois. Je vais m'arrêter ici pour poursuivre, mais je vous ai placé la référence si jamais il y a de l'intérêt ou si ce n'est pas quelque chose auquel vous aviez déjà eu, auquel vous avez déjà eu accès. Par la suite, on a voulu élargir les contextes d'analyse, évidemment, là, de manière classique, là, avec les contextes micro, méso et macro. J'y reviendrai sur, évidemment, à l'effet que l'expérience enseignante était indissociable du contexte organisationnel, social et politique dans lequel les changements se sont opérés.
Recrutement et conduite des entretiens. J'ai envie de dire qu'on a joué de chance un peu. Là, on a lancé le recrutement le 17 avril 2023. Le 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fin officielle de la pandémie. Donc, ce qui nous a permis de collecter des données, du moins ce que je trouve intéressant. Donc, en sortie de crise officielle, évidemment, tout n'était pas terminé, mais au niveau de la pandémie, là, donc c'était déclaré. Donc, on a réussi à recruter un échantillon de 16 personnes, 16 femmes, 10 hommes. Donc, on a une variété disciplinaire dans les recrutements, donc administration, arts, santé, sciences humaines. Mais aussi, on a recruté différents statuts d'emploi. Là. Donc, chez nous, des chargés de cours, des chargés d'enseignement, professeurs de carrière et aussi une personne responsable de formation pratique. C'est peut-être un contexte spécifique à celui de l'Université Laval. Là, je ne m'avancerai pas, mais on avait 75 des participants à l'étude qui avaient une expérience préalable en formation en ligne. C'est quand même important de le mentionner. Donc, évidemment, les limites, je les ai mentionnées, je passe rapidement. Donc, la perspective enseignante. Donc, on s'est intéressé uniquement à la perspective, ou principalement à la perspective enseignante. La complexité des effets de la pandémie, le manque de références pré-pandémiques. On n'a pas fait de mesures avant, après. Le contexte temporel, géographique et culturel, donc au moment où on a collecté aussi les données, c'est important. Puis l'échantillon qui est non représentatif là, de la population enseignante. Donc, sans surprise, puis je passe rapidement, sur le vécu pandémique, on a, du point de vue des enseignants, on est arrivé aux mêmes conclusions que ce que la littérature avait déjà capté, là, donc un sentiment d'isolement, augmentation du stress, un sentiment d'utilité par contre, de satisfaction exprimé par plusieurs enseignants. Du point de vue professionnel, on parle d'une transition rapide vers l'enseignement en ligne, une lourde charge de travail, puis une perte de contact avec les étudiants et les collègues qui est exprimée par les participants. Les principaux défis pédagogiques qui ont été exprimés, évidemment, c'est les changements multiples et fréquents, l'utilisation de nouvelles technologies, le soutien émotionnel aux étudiants. Donc, ça, c'est un élément qui a été mentionné, j'ai envie de dire, par la quasi-totalité, et une motivation, puis aussi la motivation puis l'engagement des étudiants durant la période pandémique. Les nouvelles pratiques d'enseignement, là, les principales qui se dégagent, qui ont été nommées par les participants, ce sont les outils numériques. C'est plus détaillé là, dans l'étude, mais Teams, Forum, les PowerPoint narrés, évidemment les modifications aux méthodes d'évaluation des apprentissages, le renforcement des mesures d'encadrement individuel, la flexibilisation, là, je sais qu'on peut donner plusieurs sens au mot flexibilisation, mais le rythme d'apprentissage, la matière à couvrir, le séquencement, les modalités, donc ça s'exprime de différentes manières, pas nécessairement 3 heures en classe, et aussi le renforcement de la dimension humaine qui a été mentionné. En matière de perception de la qualité globale, donc là, évidemment, il y a un portrait ambivalent qui se dessine. Les participants expriment vraiment une perception d'une baisse de la qualité globale de l'enseignement qu'ils ont offert, notamment aussi en lien avec la baisse de l'engagement et des performances des étudiants qui disent avoir observé. Et d'un autre côté, il y a un sentiment positif qui est exprimé par les participants en ce qui a trait à une augmentation de la flexibilité et une meilleure maîtrise des outils numériques. Donc, dans le sentiment d'efficacité, là, pour ce qui est des approches, dans les points positifs qui sont relevés, qui sont ressortis des entretiens, diversification des méthodes d'évaluation, la création de capsules vidéo ou audio, l'encadrement plus personnalisé et individualisé. D'un point de vue négatif, évidemment, sans surprise, la mise en place d'évaluation à distance, l'enseignement en ligne avec des grands groupes, donc plus de 100 personnes là, qui est mentionné comme pour lesquels les enseignants ont exprimé un sentiment négatif. Et, il y a également une évolution des croyances qui est mentionnée, des croyances pédagogiques qui est mentionnée par plusieurs. Donc, ce qui a évolué, évidemment, c'est l'adoption de l'hybride et du à distance, l'accompagnement plus individualisé et empathique, puis un abandon des approches traditionnelles. Bon, ça peut être très large, là, mais on parle de modalités d'évaluation, puis aussi de l'enseignement magistral qui est mentionné par les participants. Ce qui a été renforcé, du moins ce qui a été nommé, c'est évidemment c'est l'importance du présentiel, l'importance de la relation enseignant-étudiant, la nécessité d'une adaptation continue et la valeur de l'expérience universitaire complète au sens large, là, avec l'expérience campus et pas uniquement du cours ou de l'enseignement. Parmi les approches susceptibles de se perpétuer, ce que les enseignants mentionnent, c'est le recours à la diversité des technologies éducatives,
les modalités hybrides et à distance, une diversification des méthodes d'évaluation et une flexibilisation des approches, mais dans la même phrase, là, la majorité des participants mentionnent aussi qu'ils ne souhaitent pas une flexibilité excessive. C'est quelque chose qu'on avait déjà mesuré 1 an et demi à travers des focus groups, là. C'est vraiment, puis c'est même quelque chose qui est associé à une frustration à travers les données là, chez plusieurs enseignants. Donc, certains parlent d'accommodement à outrance. J'aurais pu le placer en guillemets, celui-là. Un des éléments que personnellement j'ai trouvé le plus intéressant, c'est l'évolution perçue des attentes des personnes étudiantes. Le questionnaire ne comprenait aucune question sur l'évolution des attentes des étudiants. C'est vraiment une thématique qui a émergé là, à travers l'analyse des données. Puis donc, ce qui se dégage des entretiens, c'est vraiment une tension. Puis encore une fois, il faut se replacer au moment où on a collecté les données, là, à l'automne ou à l'été, à l'automne 2023. C'est vraiment une tension entre les enseignants et les étudiants sur les choix de modalités. Donc, les étudiants s'attendent à tout avoir. Notre association étudiante avait décidé qu'ils devraient avoir les enregistrements. C'est même que, même au Québec, l'Université Concordia, il y avait même eu une motion qui avait été déposée au conseil universitaire pour forcer les enseignants à enseigner, à enregistrer pardon, les cours. On a eu un mouvement qui était similaire aussi là, du côté de l'Université Laval. Je vois maintenant une grande demande de la part des étudiants pour des enseignements à distance. On a beau essayer de faire ouvrir les maudites caméras, les carrés restent noirs. Donc, on voit ici qu'il y a une tension. J'ai choisi, mais on en a plusieurs, ces extraits-là, mais assurément, là, que c'est une des conclusions, j'y reviendrai un peu plus tard. Du point de vue de l'analyse micro, méso et macro, ce qu'on remarque à travers là, le groupe de participants, c'est une transition non homogène, c'est une grande diversité de réponses. Il n'y a pas de réponses, pardon. Puis, évidemment, c'est l'évolution des attentes des étudiants, comme je le mentionnais précédemment. Du point de vue méso, donc les aspects institutionnels, donc, on parle d'une disparité de l'expérience en termes de soutien. Le soutien technopédagogique a fait la différence aux yeux des participants de l'étude. Puis de l'amplification d'inéquités préexistantes, qui étaient préexistantes au sein des pratiques ou nécessairement de l'accès au soutien, au support, aux outils technologiques. Et au point de vue macro, ce qui se dégage, c'est une évolution de la perception sociétale de l'enseignement à distance. Du point de vue des conclusions, donc évidemment, la question, c'est un retour rapide sur la question principale qui était quelles répercussions la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu sur l'évolution des pratiques et des conceptions pédagogiques chez les membres du corps enseignant de l'Université Laval? Le premier, donc, sans surprise, c'est une accélération hétérogène de l'adoption du numérique. Donc, les données suggèrent des répercussions durables, mais qui varient des contextes, selon les contextes et les disciplines. Et les données révèlent aussi une amplification d'inégalités préexistantes, donc basées sur les facteurs personnels, professionnels. Évidemment qu'il n'y a pas de modèle unique, mais plutôt une mosaïque de nouvelles méthodes qui se dégagent. On note aussi une réévaluation notable des croyances et des valeurs pédagogiques des enseignants. Donc, certaines sont nouvelles, d'autres sont dites renforcées, donc qui étaient préexistantes, mais qui sont renforcées. On parle aussi d'une remise en question de paradigmes traditionnels et aussi, évidemment, là, la distance et l'hybride sont perçus viables par un plus grand nombre. Même pour ceux qui n'y croient pas encore aujourd'hui, dans le même entretien, ils vont nous dire que dans certaines situations, ils les jugent comme viables et même adaptés là, au contexte et même d'une qualité suffisante, selon leur perspective. On remarque également un élargissement du spectre des approches pédagogiques considérées comme acceptables et efficaces. Donc, évidemment, c'est un corollaire du précédent, hein, de l'évolution des croyances. Ce qui est nommé, c'est une acceptation individuelle, mais aussi collective. Là, on se souvient du quatrième facteur de la culture locale, du modèle de Hertner et Ottenbrett. Et évidemment que les enseignants se disent plus ouverts, mais aussi mieux préparés à adapter leurs pratiques. Le quatrième est une perturbation des dynamiques de pouvoir historiques liées au choix des modalités d'enseignement. Donc c'est un point que j'ai mentionné dans les données, c'est une augmentation perçue des attentes des étudiants en matière de flexibilité, un bouleversement des prérogatives traditionnelles qui choisit la modalité et une source de tension et de frustration qui est exprimée par plusieurs, pour ne pas dire la majorité. Et évidemment, ben, la dernière conclusion, c'est un avenir encore incertain et variable pour les pratiques pédagogiques. Entre autres, on suit encore l'évolution des politiques gouvernementales, institutionnelles qui continuent d'évoluer.
L'intégration future est aussi liée au contexte individuel, disciplinaire. Puis, il est ressorti aussi des entretiens. Encore une fois, on est à l'automne ou à l'été 2023, là, quand on était toujours en phase de réappropriation du présentiel. Évidemment, là, nous, je pense que je le mentionne aussi dans l'étude, là, avec trois grandes phases. Là. Il y a une phase, pardon, phase de la bascule en ligne en urgence en mars 2020, la continuité de l'enseignement durant 3 ans et la période de réappropriation du présentiel qui était pas terminée, mais qui était en cours au moment où on a collecté les données. Je m'arrêterai ici, Didier, je vois le temps passer, il reste 8 Oui, minutes, je fort pense. bien. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation qui nous rappelle que, comment dire, suite à une situation de contrainte et d'incertitude, il y a à la fois des choses qui ont été conservées, voire transformées, certaines choses qui ont été supprimées, et puis aussi qu'il y a eu la création de pratiques. Mais ce que je retiens, avant de donner la parole, c'est peut-être l'évolution du rapport au présentiel et derrière ce présentiel, de la valeur de la coprésence dans une unité de temps et de lieu. Je vais vous donner la parole. Je sais que ça fait beaucoup de choses. Monsieur Collet, Oui, oui, merci. Ouais, j'avais juste une question. Enfin, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment super intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les 4 critères indispensables un petit peu, effectivement, pour promouvoir tout ça. Et surtout, il y en a un qui m'a interpellé. Je n'avais jamais réussi à mettre les mots sur ce critère-là. C'est justement cette croyance pédagogique. Et pour moi, elle paraît essentielle et voire même capitale. Est-ce que, il y a des études ou est-ce que vous avez identifié des leviers particuliers pour essayer de progresser là-dedans? Parce qu'effectivement, moi, je connais autour de moi de moult collègues qui ne veulent surtout pas revivre ce qu'ils ont vécu pendant le Covid. Et donc, ah non, non, on fera jamais ça, c'était quand même bien mieux avant. Et qui même actuellement, on les sent même des fois forcés d'utiliser des outils numériques par notre, enfin, on va dire, je ne vais pas dire imposés par notre structure, mais presque. Et qui restent convaincus que ce qu'ils faisaient avant sans ces outils numériques-là était bien mieux. Donc, est-ce qu'on a identifié des leviers pour essayer d'améliorer les choses chez ces personnes on va dire, assez récalcitrant. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Par contre, je peux vous dire que c'est très variable, cette évolution des croyances-là. Puis c'est indissociable du contexte local, hein. Vous le mentionnez. Puis là, on parle des collègues, si c'est accepté, la continuité, puis on sentait une grande différence là, des concentrations selon la pression disciplinaire ou des collègues sur la continuité ou des étudiants. Par contre, ce que l'étude, ça je peux vous dire, ce que le modèle théorique, lui, mentionne, puis en ce sens, en tout cas, il est limité, puis on en a même discuté, là, je regarde Didier même en défense, parce que Didier siégeait sur le comité. Lui, il se limite à dire que l'enseignant, on est toujours à travers uniquement la perspective enseignante, là, donc ce qu'il mentionne, c'est que l'enseignant, l'évolution se produit au moment où il y a une perception que c'est égal ou supérieur, puis à travers les entretiens. Là, on voit toutes sortes de cas de figure. Certains vont se dire durant tout l'entretien contre la formation en distance, puis être tellement heureux d'avoir retrouvé le terrain physique là, ou le présentiel. Par contre, quand eux ont un déplacement pour une activité de recherche, là, on retrouve un passage dans l'entretien où c'est tout à fait valable, une bonne idée de poursuivre pendant 2 semaines leur cours en enseignement. Donc là, alors qu'il ne le faisait pas du tout avant, qu'il n'acceptait pas de le faire avant. Donc, il y a une certaine évolution. Fait que la réponse courte, c'est que c'est très variable, il n'y a pas de tendance, mais si vous trouvez des éléments, moi, ça m'intéresserait aussi. Là. On a dû se restreindre pour garder la portée de l'étude digeste. Merci. merci beaucoup. Bruno, Bonjour Nicolas, alors merci beaucoup pour la présentation et félicitations pour être arrivé au bout malgré tous tes autres engagements. C'est quand même un accomplissement. Alors bravo. Merci de m'avoir initié au modèle de Hertmer et l'autre que j'oserais pas prononcer le nom. Ça me rappelle sous plusieurs aspects le modèle de Gosky ou encore le modèle de Kirkpatrick. Puis sous l'aspect des croyances, même le modèle de Clark et Hollingsworth avec lequel je travaille. Ma question était un peu plus méthodologique. Je me demandais un peu
Comment, puis là, en fait, mon collègue t'a posé la question sur les croyances. Donc, Monsieur Collet, on me demandait un peu comment tu avais fait pour capturer ça dans les entrevues, mais je vais aller peut-être vers l'autre facteur qui semble intéressant, qui est plus la culture. Ça me semble quelque chose de à la fois très important, qui me fait penser beaucoup, en fait, qui est presque équivalent au niveau 3 dans le modèle de Gosky. En fait, ça me semble difficile de ressortir ça des entrevues, à moins que ce soit la perception que les profs avaient du soutien qu'ils avaient dans leur département. Donc, j'aurais aimé peut-être que tu nous parles des éléments méthodologiques de mesure de la culture, puis peut-être un peu des croyances pédagogiques. On est vraiment dans les perceptions, Bruno, puis la déclaration. Donc, on posait spécifiquement, on demandait de leur point de vue s'ils considèrent que leurs croyances ont évolué, puis après ça, on creusait. À certains moments, on a été capable de le dégager à d'autres endroits, on a été capable de l'inférer, là, mais majoritairement, on essayait de le prendre de front. En ce qui concerne on est toujours dans la perception locale de pas locale, mais de la culture locale, s'ils se sont sentis, on posait aussi la question. Mais effectivement, qu'on aurait, tu sais, dans le meilleur des mondes, on aurait pu capter aussi dans leur milieu, puis être capable on a une certaine compréhension, on partageait des rôles similaires des domaines disciplinaires ou de ce qu'on a entendu, mais on s'est limité à la perception des enseignants, puis de comment eux l'ont Je senti ou creuse l'ont un peu vécu. la perception de la culture, comment vous l'abordiez dans les entrevues. En fait, c'est qu'on les questionnait sur le support qui a été reçu. Donc, évidemment, dès qu'ils ouvraient un filon, ça, fait que ça, c'était le point on leur demandait sur ce. Là, j'ai par cœur, et ça va faire déjà un an et demi, là, j'aurais dû, excuse-moi. Puis pour ce qui est au niveau local, on les questionnait quand on leur demandait de se projeter dans le futur. On les questionnait à savoir si le milieu était favorable ou ils jugeaient que le contexte était favorable ou non favorable à comment eux se projetaient dans le futur. Donc, c'était de mémoire, mais je pourrais t'envoyer si ça t'intéresse. Là, je vais retourner creuser. Là, je ne m'avancerai pas plus. Ma mémoire fait défaut. Merci beaucoup. J'irai lire ta Merci. Merci beaucoup, Désolé. Valentine, qui s'intéresse beaucoup aux postures. Ouais. Merci, merci Monsieur Gagnon pour la présentation. Si je me permets, je vais juste revenir auprès de Monsieur Huet, où j'ai une question par rapport du coup aux postures. Est-ce que dans les autres profils que vous avez analysés, Monsieur Huet, vous avez observé un changement de posture et si oui, quels ont été les facteurs qui ont influencé ce changement? Euh, En fait, l- les postures d'enseignants, elles bougent, mais j'ai l'impression, enfin après, faudrait vraiment que je rentre un peu plus dans le détail des différents parcours, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui sont quand même très ancrées. Alors, ça fait un peu lien avec la question des croyances, parce que les postures, elles sont liées évidemment aux croyances aussi que les gens ont sur les étudiants, sur leur efficacité personnelle en tant qu'enseignant, etc. Et c'est des choses qui ont des ancrages qui sont quand même souvent très lointains. Après, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Par exemple, il peut y avoir des événements, des rencontres, l'intégration d'un collectif, etc., qui font que on a l'impression que les gens basculent, mais quand on regarde dans le fond, en fait, c'est des choses qui étaient déjà un peu latentes. Par exemple, on dit, bah oui, les gens se sentent beaucoup plus sur les enseignants, sur les étudiants, sur l'accompagnement du travail des étudiants. Mais en fait, c'était des choses qui étaient déjà un peu présentes en germe, parfois des petites choses qui ont été mentionnées, mais dans les premières expériences d'enseignement, quand ils étaient en doctorat, par exemple, ou parfois avant. Donc en fait, c'est difficile de dire qu'il y a des postures qui changent enfin, radicalement. Il y a des évolutions, mais ces évolutions, elles ne se font pas au hasard. En fait, c'est toujours lié à des problématiques d'engagement qui sont, pour moi, assez fondamentales. Et c'est lié à des croyances qui peuvent être parfois assez anciennes. D'accord, merci. Merci beaucoup, puisque nous approchons, nous avons dépassé un peu la fin. Euh,
Moi, je voulais vraiment vous remercier pour votre présence et puis plus particulièrement Benoît et Nicolas. Et en vous écoutant, je me disais, et si on essayait de lire, comment dire, enfin, de lire les trajectoires de développement professionnel avec le modèle d'Hertmer? Et de voir justement à Mm. partir de quand, je veux dire, ces questions des croyances, ces questions de la culture aussi, je veux dire, sont des éléments d'explication. Sachant qu'il y a eu aussi, enfin, comme le disait Bruno, des modèles qui ont essayé d'aller chercher ou d'intégrer la notion de culture dans la transformation pédagogique. Mais ce qui ressort, c'est que on voit bien qu'il y a quelque chose qui est, comment dire, lié aussi à l'intérêt que l'on a pour en tout cas que les personnes ont pour les personnes étudiantes. Et bien sûr, tout ça, ça exprime aussi une forme de posture, c'est-à-dire est-ce que c'est une centration sur, je veux dire, qui est fondée sur la maîtrise d'un contenu que je dois transmettre, ou si c'est comment dire, une focalisation qui est davantage sur, enfin, orientée, je veux dire, sur les processus d'apprentissage et sur les conditions de l'expérience d'apprentissage que je tente de réunir là où je peux agir en tant qu'enseignant-enseignante pour que cette expérience soit positive. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps. Vous allez recevoir, comment dire, un questionnaire pour nous permettre d'améliorer en continu l'organisation de ces webinaires. En ce qui concerne les prochaines dates, ben, il y a une prochaine date pour les collègues québécois que je vous invite à noter si ce n'est déjà fait, cette journée où collectivement, dans une démarche qui est une démarche que l'on a qualifiée d'anticolloque, de se réunir pour dessiner l'avenir du futur, qui aura lieu, je veux dire, à Lévis le 21 mars 2025 et qui, avec un début le jeudi soir pour ceux qui viennent de loin. Et l'objectif, c'est, comment dire, à travers trois thématiques qui sont, bien sûr, une thématique qui est liée à l'IA, une thématique qui est liée au rapport à la transformation pédagogique et aussi une thématique qui est liée sur la relation entre l'individu et le collectif, bien, comment dire, d'échanger, de discuter, de faire le point sur comment, à partir de ces trois entrées-là, on peut se projeter dans une université comment dire, peut-être différentes ou peut-être qui emprunteraient des repères à d'autres cultures, d'autres postures, ou en tout cas, on va s'autoriser à rêver. Donc, venez rêver avec nous. Et dans le cadre des webinaires organisés en collaboration avec Nantes Université, il y aura le 5 juin prochain, sur les mêmes horaires, un webinaire sur le thème du design spatial avec deux interventions, une intervention de collègues de Nantes Université que sont Delphine Rommel et Ambre Villain, qui sont également titulaires d'une chaire qui s'appelle Repenser les espaces d'apprentissage, et Florie Branger, qui est doctorante à l'Université Laval et qui fait un travail sur les dynamiques et les pratiques spatiales des étudiants pour essayer de comprendre un peu, mais au fond, quand ils ne sont pas en face de moi en tant qu'enseignant, ils sont où pour apprendre? Donc voilà, en conclusion, ces quelques mots, et je vous renouvelle nos remerciements pour votre participation à cette séance. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.